Les Instigateurs, podcast numéro 18. Aujourd'hui, on vous parle des 3 compétences nécessaires pour faire grossir votre business. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Yeah, buddy! Yes, comment ça va? Ça va et toi? Ça va top shape. Et on va commencer avec une bonne nouvelle pour les gens de Québec. Le retour des Nordiques. Non, c'est pas vrai. Tu parles un fan de Boston, là, fait que déjà là, ça part mal. Es-tu... Ah, OK, hold on. Wait a minute. Je sais que toi, en plus, t'es pour Montréal, là. Moi, je suis un Habs fan, hardcore. Écoute, j'ai pas de tatou des Canadiens, mais c'est juste ça qui me manque, genre de, là. Je suis un méga fan du Canadien. T'es un fan de... OK. Comment est-ce qu'un gars de Québec peut devenir un fan des Bruins de Boston? Ben, à la base, je suis un fan de Boston. Et par la force des choses, je suis devenu un fan des Bruins. Fait que c'est plus... tu sais, parce que le hockey, pour moi, je suis pas un tripeux de hockey à la base. Fait que je m'en fous un peu. Moi, Boston, par contre, c'est comme si C'est ta ville? Oui, quand même. Tu sais, ma ville. C'est une des rares villes où je me sens à la maison. Fait que par défaut, c'est ça. Je me suis approprié un peu les bonnes choses qu'ils ont. Puis étrangement, je suis pas tant un gars de sport, mais c'est une ville qui roule sur le sport. C'est une ville de performance, de champions dans tout ce qu'ils font. Mais en même temps, avec le côté hyper sécuritaire, familial, relax. C'est comme un bon mix, mettons, entre la ville et tout ce qui est justement plus peak performance sociale et le côté beige d'Ottawa que j'aime un peu. Genre. Fait que non, Boston, c'est un bon mix pour moi. Là. C'est très blue collar. Et puis, il y a l'attitude aussi de monde de Boston. C'est simple. C'est simple, mais c'est raw. C'est authentique, je trouve. C'est très... ça te rentre dedans, Boston. J'adore Boston aussi. Je vais régulièrement. J'ai fait mon bachelor, mon enterrement de vie de jeune homme à Boston. C'était mémorable. Non, mais j'avoue que Québec, j'aimerais que les Nordiques reviennent à Québec. Je bête que ça se passera pas par une équipe d'expansion. Ça se passera par le déménagement des sénateurs d'Ottawa à Québec. C'est ça que je dis. J'en dirai pas plus. J'ouvre le débat, mais je pense que c'est ça qui va se passer. Peut-être, comme je te dis, je connais vraiment pas ça assez, là. Puis de mon côté, les Nordiques, là, j'ai jamais été fan, puis je vais peut-être me mettre du monde à dos, là, mais je m'en sac comme t'as pas idée, là. Je m'ennuie de la rivalité. De 93. Écoute, je me souviens de la Coupe Stanley, puis la dernière Coupe Stanley, puis c'était le fun. En tout cas, bref. Mais pour en revenir sur la ville de Québec, donc si vous avez écouté l'épisode hors série qu'on a fait avant Noël, on vous avait demandé justement en suivant le fait qu'on commençait à recevoir pas mal de demandes par rapport à du suivi, du mentorat ou d'éducation de quelque sorte. Et c'est ce qu'on a fait. On vous a écouté, on a reçu beaucoup de commentaires. On a fait un sondage aussi à travers des personnes qui nous ont contactés. Et c'est ressorti qu'une formule d'éducation hot seat / mastermind, ce serait vraiment super pour eux. Donc c'est ça qu'on a décidé de monter Mathieu et moi, dans le fond, le premier, ce qu'on appelle un huis clos des instigateurs. Et ça se passera à Québec les 4 et 5 avril prochains. Donc, Matt, veux-tu parler un petit peu de ce que c'est brièvement? Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec nous et puis on vous donnera plus de
détails. Absolument, on va faire ça très simple parce que j'aime les choses simples. Formule 2 jours, la première journée vont être basées sur un petit peu plus des thématiques déjà établies. On vise à couvrir 5 thématiques qui sont vraiment en lien avec la croissance et la bonne gestion, les bonnes pratiques d'affaires, dont on en a 4 qu'on a ciblées, une 5e qu'on se donne la liberté et le plaisir de garder ouverte. À déterminer avec les personnes qui vont être sur place pour voir c'est quoi les nœuds communs entre tout le monde, parce que même si plusieurs d'entre vous en affaires pensez sûrement que vous êtes tout seul, puis votre réalité, il y a personne qui peut vous comprendre, c'est complètement faux, on a tous les mêmes problèmes. Donc, puis Dave et moi, on couvre quand même une expertise assez large, fait qu'on va se donner ce beau petit terrain de jeu-là. Et la deuxième journée, c'est du hot seat, fait que chaque participant, puis la formule, on met ça très clair, on appelle ça un huis clos parce que justement, on veut que ce soit très privé, très réservé, sans filet, sans censure pour tout le monde. Donc, on prend seulement 8 personnes. Puis je le dis de façon très transparente, c'est la première fois qu'on en parle publiquement là. On a déjà des places qui sont vendues, qui sont réservées. Donc, attendez pas. Puis de là, dans le fond, l'objectif, c'est que chaque personne puisse repartir avec du concret, avec au moins un problème qui est arrivé pour le hot seat, qu'on va vraiment disséquer au couteau pour s'assurer que la personne reparte avec un plan d'action de façon claire, sache qu'est-ce qu'elle a à faire, dans les délais qu'elle a à faire, puis c'est ça, l'amener à mieux gérer sa business et en même temps croître ses affaires de façon plus saine et soutenable à long terme. C'est ça. On a décidé d'appeler ce huis clos-là le huis clos point tournant parce qu'on veut que ce soit justement un point tournant de votre entreprise. Donc, si vous sentez que vous êtes stock ou il y a quelque chose qui vous empêche de croître dans votre entreprise, nous, le but c'est de créer justement le plan pour que ce soit le point tournant de votre entreprise, que vous puissiez partir de ce huis clos-là avec justement un plan précis, avec des étapes précises et que vous pouvez sortir justement peut-être de cette stagnation et rentrer dans la croissance. Donc, j'ai super hâte de faire le voyage pour aller te trouver dans ton coin de pays à Québec. Et donc, on garde ça pour 8 personnes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez nous contacter podcast@instigateur.com. Vous pouvez nous demander plus de détails. C'est sur application aussi, c'est très important de le dire. On va aussi clarifier. On n'a pas, en tout cas, à moins que tu décides de me dire le contraire, là, mais ce n'est pas adapté pour quelqu'un qui est en lancement d'entreprise. On vise vraiment la personne qui a un track record, donc qui a de l'expérience dans sa business, qui a déjà des choses qu'on peut analyser, qu'on peut décortiquer, puis justement voir, analyser avec elle qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a planté, quelles sont les causes, voir si tu votre faute, si tu la façon que ça a été fait. Donc, on vise le 12, 36, 48 mois en croissance, mais qui est peut-être justement rendu au point où ce qui stagne un petit peu. Donc, première embauche, peut-être quelques employés. Donc, vraiment scalé, là. Exactement. Ça ne veut pas dire que dans le futur, il y aura peut-être pas quelque chose pour les personnes qui se lancent en affaires, mais celui-là, c'est vraiment pour des personnes qui sont déjà en business. Ceci dit, aujourd'hui, l'épisode qu'on va couvrir peut s'adapter à ces deux types de personnes. Donc, si vous êtes en affaires, vous allez déjà comprendre cette réalité-là, comprendre les points qu'on va vous amener. Si vous n'êtes pas en affaires, c'est ce qui vous attend dans votre parcours entrepreneurial. Et qu'on se le dise, les 3 points qu'on va couvrir aujourd'hui font partie de l'évolution de tout entrepreneur qui va. Et donc, on va vous montrer un petit peu sur quoi le focus doit être mis à chaque étape, si vous voulez, de la business. Moi, c'est quelque chose qu'au niveau de l'évolution de la business, puis quand je fais du public speaking, j'en parle souvent. Je parle de l'entrepreneurial journey, l'entrepreneur's journey. Dans le fond, c'est le chemin sur lequel on est quand on décide de rentrer dans le point de vue de l'entrepreneuriat. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de skills qu'il faut on doit masterer d'une certaine façon. Mais souvent, ce que je vois, le problème, c'est qu'on va focuser sur différentes choses au mauvais moment. Et ça, souvent, c'est justement ça qui va faire que vous allez stagner, que vous n'allez pas nécessairement voir les résultats que vous voulez. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont à côté de vous et qui sont, ils sont en train de réussir, ils réussissent bien. Et vous demandez, OK, pourquoi cette personne réussit mieux que moi alors qu'on a le même type de business, etc. Okay? Donc, il y a vraiment 3 étapes. Et je ne sais pas si toi, Matt, tu le vois de cette façon-là, mais je pense que la première étape quand ça vient au business ou la première compétence vraiment à embodyer, je sais pas le mot en français,
Mais c'est vraiment les ventes et le marketing. Mais là, on parle de la prémisse qu'évidemment, le travail de fond, le travail d'analyse a été fait en amont. Donc, vous avez déjà réfléchi à quelle est les grandes lignes de votre modèle d'affaires, le produit, puis tout. Là, c'est vraiment, on parle de, on a un produit, comment qu'on fait maintenant pour le virer en business. Mais oui, c'est sûr que la première étape va être, évidemment, on n'a pas d'entreprise si on n'a pas de clients, donc de générer des ventes, générer de l'intérêt, donc regarder pour des stratégies, des process d'acquisition. Et en même temps, c'est le défi, dans le fond, lorsqu'on se lance en entreprise, c'est en même temps, bon, mais il faut définir et positionner le produit, mais aussi en même temps l'entreprise, parce que c'est deux choses complètement différentes. Et je pense que c'est une erreur de juste faire du travail sur un à la fois lorsqu'on est dans nos premières années ou dans nos tout débuts en entreprise, parce que c'est un rattrapage qui est quand même difficile à faire et qui tue le momentum qu'on a réussi à bâtir dans les premiers mois. Justement, exemple, si on met tout l'accent sur faire le marketing et pousser les ventes du produit sans bien établir la business au niveau de la présentation, du positionnement, de la crédibilité. Lorsqu'on veut arriver à dire, bon, on a quelques ventes, parfait, mais la journée que tu veux rentrer avec un deuxième produit, si tu n'as pas réussi d'aller chercher un petit peu de street cred, de validation sociale de ton entreprise, ben tu dois rebâtir toujours un processus de gain de confiance avec tous les clients, alors que si tu as réussi, comme à l'inverse, de y aller un petit peu plus tranquille sur le positionnement de ton produit parce que justement, tu dédies un peu de temps à vraiment le branding, le positionnement de ton entreprise, tu facilites l'entrée et la commercialisation de produits futurs à long terme. Mais ce qui est important, c'est un bon point. Puis je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand vous commencez, il y a beaucoup de monde, et puis moi, je suis un gars de branding, je porte une grande attention au branding. Cependant, ne vous cassez pas la tête ou 10 000 ans sur du branding quand vous commencez. Allez chercher la validation de votre produit directement. Faites sûr que c'est quelque chose que les gens veulent et que vous avez un indicateur que les ventes se font. OK? De un, on a quelque chose qui se vend et de deux, on a un système marketing, on a un funnel, on a quelque chose, si tu veux, un système d'approvisionnement qui va nous amener des ventes. À partir de là, on peut commencer vraiment à pousser encore plus les ventes, à aller un petit peu plus deep dans le marketing, mais n'allez pas complètement en fou, si vous voulez, sur le branding, alors que si vous n'avez pas nécessairement la validation. Ça fait que oui, c'est important, oui, il faut nailer son marché, oui, il faut nailer son produit, mais allez focuser sur le fait d'avoir des ventes déjà. Et puis, je vois beaucoup de gens qui vont dans le perfectionnisme avec le branding, qui mettent beaucoup d'argent et de temps là-dedans, mais qui n'ont pas nécessairement eu le momentum de vente. Et ça, je pense que c'est une erreur. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, justement. On est un petit peu trop piqué et dire, on est peut-être un peu trop certain que ça va fonctionner, on va le lancer, et puis boum, ça arrive, et puis, non, finalement, le marché ne veut pas ça. Je pensais que le marché le voulait, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. C'est souvent une erreur, puis quelque chose que je remarque dans les entreprises qui ont du financement externe. Donc, tu sais, tu as différentes façons, évidemment, de démarrer une entreprise. Pour ma part, je ramène ça encore à mon côté redneck. J'aime ça, ne pas devoir rien à personne et faire les choses comme je le veux. Donc, de mon côté, je suis très ce qu'on appelle dans bootstrap, dans le jargon entrepreneurial. Donc, vraiment y aller, je veux dire, modeste. Mais de mon côté, en même temps, moi, je vois ça plus vraiment juste stratégique, faire moins de choses, les faire dans le bon ordre, donc pour créer un momentum qui va faire que ton entreprise, tu peux l'auto-financer. Et le réinvestir ton profit. Exactement. Mais à l'inverse, l'exemple que tu décris, en effet, c'est quelque chose que je remarque souvent. J'en ai un cas précis en tête d'entreprise que j'ai vu croître dans les dernières années, puis présentement, je pense qu'elle est morte comme je m'y attendais, avec un endossement de deux personnes d'affaires relativement haut profil à Québec. De mon côté, j'ai jamais vraiment compris. Le modèle d'affaires tenait sur pas grand-chose. C'était une présentation un peu boboche, mais la grosse campagne dans des stations radio et tout, alors que le produit n'était même pas fini. Donc, j'étais comme, OK, on saute des étapes, mais justement, on veut jouer dans la cour des grands avec justement de la grosse campagne marketing, du gros branding, mais en même temps, ton produit tient... Honnêtement, il tient sur l'espoir, et l'espoir n'est pas une stratégie, là. Donc, faut faire attention avec la gestion de l'argent. Ce sera un sujet qu'on parlera plus tard éventuellement. Ouais, c'est un gros gamble, hein, parce que oui, c'est une stratégie, mais c'est un gros gamble. Ça peut fonctionner, mais les chances que ça fonctionne pas sont encore plus grandes. Puis moi, je te rejoins là-dessus sur le bootstrapping. Moi, j'ai toujours bootstrappé mes business. J'ai toujours aimé commencer quelque chose, avoir validation, que les gens
échangent leur argent pour mon produit ou mon service et ensuite réinvestir. C'est sûr que ça te prend, ça te prend de faire très attention au niveau de ton cash flow et ton burn rate. réinvestissement. Oui, exactement. Mais après, comment je pourrais dire ça? Tu bâtis une business qui est beaucoup, beaucoup plus solide. Tu sais, le business, le problème quand tu as du VC, du venture capital, donc des personnes ou des investissements externes par rapport à notre business, moi, ce que je vois beaucoup, c'est que les compagnies, c'est ce qu'ils utilisent. Ils font la technique de ce que j'appelle de garochage de spaghettis sur le mur. OK? Ils vont prendre des spaghettis, ils vont le garrocher sur le mur, puis ils vont voir lequel qui va coller. T'sais? Mais le problème, c'est que pour des spaghettis, il y en a un qui va coller. T'sais? Donc, c'est risqué. J'ai déjà dealé avec des gens que c'était leur approche, et moi, je suis pas confortable avec ça. J'aime vraiment pas ça. Et surtout pour la PME, et les gens qui commencent en petite entreprise et qui sont soit eux-mêmes ou qui sont juste deux partenaires, n'essayez pas ça. Allez-y pour du bootstrapping, allez-y pour quelque chose qui va être solide sur le long terme. À la limite, mais constante. Plutôt qu'essayer d'être un unicorn qui explose, puis une des meilleures façons de tuer ton entreprise, c'est de croître trop vite. Je le répète souvent, mais je le dirai jamais assez. Donc, ne soyez pas découragés si les ventes ne vont pas toujours comme vous le voulez. Tant que vous êtes en croissance, c'est bon. Ce qui nous amène au point numéro 2, et donc, au partir du moment où vous avez un système de vente, où vous avez du marketing qui fonctionne, ce qui est primordial de commencer, c'est d'implémenter des systèmes et surtout des systèmes opérationnels dans votre équipe, dans votre business. Je le vois trop souvent, le problème, c'est que quand les ventes vont bien, les gens vont double it down, ils vont mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur les ventes et le marketing, vont croître, tu sais, à un bon rate. Le problème, c'est que une fois que la machine devient un peu trop énergivore et qu'ils deviennent un petit peu burnt out ou que ça devient complètement chaotique, c'est là qu'ils vont mettre l'emphase sur des systèmes opérationnels. Les systèmes opérationnels, je pense que moi, mon point de vue et ma façon de faire, c'est qu'une fois qu'on commence à avoir de la traction, une fois qu'on a des ventes, on est proactif sur les systèmes opérationnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Définis exactement ça, j'allais dire, définis-le, parce que je sais qu'il y en a qui sont encore assez green. Là. Exactement. Donc, des systèmes opérationnels, moi, de la façon dont je le vois, c'est un modèle que j'appelle le self-driving business, c'est petit à petit, on va commencer à déléguer, on va commencer à automatiser et on va commencer à avoir des sous-contractants qui vont travailler avec nous. Donc, justement, de commencer à lâcher le contrôle. Ça passe par quoi? Ça passe par du self-leadership impeccable. Donc, commencez à travailler sur vous pour gérer votre temps, gérer vos tâches, gérer votre énergie de la bonne façon. Et ensuite, ça va venir fort probablement par le fait d'engager quelqu'un. OK? Donc, ça, c'est la première partie, d'engager quelqu'un ou d'autres personnes. Cependant, quand on engage d'autres personnes, OK, ce qui est important de faire, c'est qu'on ne peut pas juste, ce que j'appelle faire du dumping, OK, de prendre toute votre load de travail ou d'excès et puis de dire, tiens, toi, Bobby ou Jennifer, je te donne toute ma surcharge de travail, débrouille-toi avec. Ça, c'est la meilleure façon de faire couler votre business. OK? Ce qu'il faut faire, c'est leur amener des systèmes spécifiques pour la gestion de l'entreprise. OK? Donc, des systèmes, qu'est-ce que c'est? On parle de quoi? On parle de gestion de projet. On parle de processus. OK? On parle de communication. OK? On parle de meeting. On parle de frameworks. On parle de frameworks. Je ne sais pas ce que la traduction en français, mais de frameworks qui vont vraiment standardiser, de méthodologies qui vont standardiser les opérations de votre entreprise. Et à partir de ce moment-là, on rentre avec un set de règles, on rentre avec une structure qui va permettre justement à ces gens-là qui vont venir travailler avec vous, d'avoir cette structure-là qui va les faire, qui va être possible pour croître la business. Quand tu regardes, écoute, c'est comme jouer si tu arrives à jouer au hockey, si tu veux, puis il n'y a aucune règle, il n'y a aucune bande et il n'y a aucun règlement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être chaotique. Là. En 5 minutes, le monde va commencer à se taper dessus. C'est un petit peu la même chose en business. Si on engage des personnes, mais on leur donne pas les systèmes opérationnels qui viennent avec, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le chaos le plus complet. Okay? Donc, le problème que je réitère avec ça, c'est que les entrepreneurs attendent souvent, ou quasiment tout le temps, à la dernière minute pour instaurer ça.
On voit beaucoup de valeur sur le marketing. On met beaucoup d'emphase sur les ventes et le marketing, mais très peu d'emphase sur des systèmes opérationnels parce qu'on le voit comme une dépense. Mais à l'inverse, au lieu de l'investissement. C'est l'ironie de la chose parce que le meilleur moment dans une entreprise pour investir dans l'établissement de systèmes et de processus, c'est quand vos ventes vont bien. C'est pas la journée que vos ventes vont mal, là, c'est là qu'il faut mettre du temps pour générer des ventes. Alors, des fois, il faut accepter de dire oui, je pourrais faire 100 ventes par mois, mais c'est plus intelligent d'en faire, de me limiter à 80 et de garder l'overhead pour mettre des systèmes que d'attendre que j'ai une cible de 100 ventes par mois, j'en fais 40, j'ai plein de temps mort. Bon, mais avec ce temps mort-là, ce sera plus le temps de justement commencer. Bon, mais comment est-ce qu'on communique à l'interne maintenant? Non, ça prend des ventes. Faut rester profitable. Donc, des fois, de contrôler la croissance, je vais dire ça comme ça, donc une croissance stratégique qui n'est pas une croissance où le seul objectif, c'est d'aller chercher un maximum de conversion. Je pense que c'est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus intelligent. Puis pour faire un petit peu l'envers de la médaille sur ce que tu as dit, les référents que tu as donnés sont beaucoup orientés vers la PME. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui sont soit des freelances, des travailleurs autonomes, des personnes qui ont pris la décision de ne pas engager de personnes. Lorsqu'on parle d'implantation de système, des fois, c'est sûr que lorsqu'on peut avoir quelqu'un engagé, soit outsource, donc ressources externes, ou embauché, ça aide, mais si on veut rester seul, évidemment, on peut automatiser plusieurs de nos étapes avec des applications, des systèmes qui vont le faire pour nous, mais c'est sûr qu'en contrepartie, ça va demander encore plus de self-leadership. Donc, de dire, je vais m'imposer des routines et mes routines, je vais intégrer l'utilisation de diverses applications pour réduire le nombre de tâches que je dois faire. Et en même temps, lorsqu'on automatise un système avec des applications, ben, on s'assure que ces applications-là, ben, leur job, c'est de toujours le faire de la même façon. Donc, on a un certain standard de qualité, un contrôle sur ce qu'on peut faire. Donc, ça pas... parce que je sais qu'il y en a qui voient ça de comme, bon, mais je suis un jeune entrepreneur, ça fait 12 mois que ma business est partie, je génère des profits, oui, mais pas assez pour embaucher quelqu'un. Comment est-ce que je fais pour optimiser mes choses? T'sais, honnêtement, il y a tellement d'applications nichées maintenant. Ne cherchez pas des 360, ça, j'y crois pas. Mais plein de petites applications très peu chères, qui ont beaucoup d'interconnectivité maintenant, qui vont peut-être être capables de vous faire sauver 25% de votre temps administratif maintenant, à plus rien faire parce que justement, vous avez automatisé la boucle complète, exemple de comptabilité, d'administration, de suivi client. Donc, il y a beaucoup de gains à faire là, sans avoir nécessairement besoin d'engager une personne. Et c'est vraiment d'évaluer sa load de travail et se dire, OK, voici où mon temps est vraiment utile et voici les choses que je peux commencer à regarder, à automatiser ou à déléguer ou à outsourcer, à travailler avec des sous-contractants. Et souvent, on va se dire, OK, ben, je fais pas assez d'argent. Mais on peut commencer très petit. On peut commencer avec un petit système. Ça peut commencer. Quand tu regardes un petit peu avec ce podcast ici, Mathieu, on a commencé avec nous, le podcast des instigateurs, on l'a bootstrappé. On a commencé, on a mis un petit fonds on l'a autofinancé avec presque rien. Et ensuite, on a commencé, si tu veux, à regarder les meilleures méthodes pour automatiser. On a fait beaucoup de choses nous-mêmes dès le départ. Et ensuite, on a amélioré le processus, si tu veux, avec la croissance du podcast. Mais je veux dire, pour l'instant, on ne génère pas on génère pas de sous avec ça. Puis pourtant, on est capable avec très peu d'investissement, on est quoi? On est 5 qui touchent au podcast avant que ça se rende en ligne? On est, il y a toi, il y a moi. Toi, moi, oui, on est 5, donc 2 de mes employés et un sous-contractant. Fait que tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de mains qui y touchent que par défaut, ça coûte cher. Il faut savoir négocier, il faut savoir regarder aux bonnes places, il faut savoir réduire les besoins aussi. Mais de demander de l'aide ou d'envoyer en sous-traitance ne veut pas dire se mettre dans les frais pour autant. Non? Mais voilà un bon exemple de la systémisation. OK, c'est certain que on parle d'avantage parce qu'on a quand même leveragé des employés, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a bâti un processus très strict au niveau de la production du podcast, au niveau du marketing. OK, on n'était même pas encore rentré dans les ventes. C'est certain que là, le huis clos va être notre premier produit de génération de vente du podcast en tant que tel. Mais sinon, le restant est très standardisé. On a été négocier des prix pour les petites vidéos. Si vous nous suivez sur les médias sociaux, vous avez probablement vu les petites cartes vidéo. On envoie chaque semaine quand on sort un nouveau podcast. On a été négocier des prix. On a trouvé une compagnie qui faisait ce type de service. Donc, on a réussi
que ce soit assez peu onéreux au niveau du marketing. On utilise des outils gratuits comme Canva pour créer nos petites annonces aussi. Et aussi, on a un standard très, très, très précis au niveau de la gestion et de la distribution du podcast. Donc, il n'y a pas de perte. OK? C'est pas vrai qu'on sait exactement notre coût chaque semaine sur un épisode et on travaille après de façon très efficace. Donc, on a instauré les systèmes très, très tôt avec ce podcast-là, justement, pour être capable de, OK, quand l'argent ou les ventes arrivent, là, on peut commencer à générer un profit qui est intéressant. La seule chose que je voulais dire par rapport au système, c'est que faut faire attention aussi. Souvent, dans une PME, il y a beaucoup de gens que je vois, ils vont prévoir à l'avance beaucoup trop tôt d'engager des personnes, de mettre des systèmes qui sont complètement overkill pour le nombre de personnes qui sont. Donc, n'allez pas non plus all out complètement sur des systèmes trop tôt. Okay? Attendez, focussez sur le marketing, les ventes, commencez à voir une belle traction et commencez graduellement à instaurer des systèmes. N'attendez pas de dernière minute et puis vouloir tout revamper la façon dont votre entreprise fonctionne. Allez-y graduellement et là, votre entreprise ira bien. Faites les choses juste à temps, pas juste au cas, parce que si vous prenez trop d'avance, il n'y a rien qui dit que votre entreprise, dans 3 mois, va avoir encore le même portrait, la même réalité. Puis le temps que vous allez y avoir mis, évidemment, on fait 1+1, c'est du temps qui est perdu. Le juste au cas fonctionne très rarement. Le juste à temps fonctionne bien. Donc, allez-y juste à temps. N'attendez pas que ce soit trop tard, mais soyez assez proactif, mais pas trop proactif. Mais dans le fond, ce que tu as dit tout à l'heure, puis ça va nous amener au 3e point, qui est le leadership, qui est la dernière compétence vraiment à acquérir et qui est souvent la plus difficile pour des entreprises en croissance. Donc, ici, il y a 2 volets au leadership, dans le fond. Puis tu en as parlé tout à l'heure, Matt, c'est le self-leadership qui est numéro 1. Donc, d'être capable de se leader soi-même de la bonne façon. Et ensuite, la deuxième partie, c'est le team leadership, OK? Le business leadership, d'être un bon leader pour votre équipe et pour votre business. Je parlais de la self-driving business tout à l'heure. Self-driving business, ça veut dire une business qui se conduit tout seul, qui se drive tout seul, mais c'est pas nécessairement le cas. Quand tu commences, c'est quoi? C'est toi qui sers ta business. Et c'est toujours comme ça. Ensuite, les systèmes à amener, c'est de 1, OK, les gens, les employés, de 2, les systèmes. Donc là, c'est quoi? C'est toi qui lead des gens opèrent des systèmes et les systèmes drive ta business. Et là, à ce moment-là, ta business commence à te servir toi versus, OK, que toi, tu serves ta business. Mais la seule chose, et j'écoute, c'est pas facile parce que le leadership, surtout le leadership humain, c'est pas quelque chose que tout le monde est né avec et c'est quelque chose qui est souvent difficile. Et c'est souvent là que beaucoup de gens bloquent au niveau de la croissance de l'entreprise. Donc, ils ont une bonne compagnie, ils ont une compagnie qui vend, ils ont une compagnie qui génère des ventes, ils ont des systèmes de gestion. Là, le problème, c'est que le leader ou le fondateur de l'entreprise doit commencer petit à petit à arrêter de faire un petit peu de tout ce qu'il faisait au départ pour devenir justement un leader pour des gens, pour amener l'entreprise au prochain niveau. Et moi, je le vois beaucoup dans des entreprises qui passent, par exemple, de 6 chiffres à 7 chiffres, OK, qui sont dans les centaines de mille, qui passent vers le million. Généralement, je le vois vers le 2 millions là, dans cette range-là, où vraiment le shift doit être fait. Et malheureusement, ils veulent encore micromanager, ils veulent encore faire beaucoup de choses eux-mêmes et une très mauvaise communication et leadership des gens. Et généralement, leur business stagne complètement. Et une fois que ça se passe, que le seuil critique, si tu veux, du passage, je dirais de 6 à 7 chiffres, ne se fait pas nécessairement de la bonne façon. Là, généralement, on voit la business qui commence à décliner et souvent, c'est trop peu, trop tard. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive. Ça m'arrive au moins 2-3 fois par année que des compagnies viennent me voir et disent « Dave, je suis dans la marde, la compagnie est en dégringolade, qu'est-ce que je fais? » Et c'est tout le temps les mêmes problèmes qu'on voit par rapport au leadership. Donc, et aussi le manque de système. Mm-hmm. Et c'est souvent, comme tu l'as dit tout à l'heure, une entreprise qui va croître trop rapidement et qui n'instaure pas les systèmes, ben c'est quasiment une certitude que l'entreprise va
va avoir des problèmes. Ben oui, parce que l'entreprise reste en tout temps dépendante de la personne qui en est chef à ce moment-là. Donc, c'est mettre son entreprise excessivement à risque parce que la journée qu'il n'y a plus de capitaine, ben, il n'y a pas rien en place pour permettre aux équipiers de comprendre, bon, mais comment ce bateau-là a été chauffé avant que le capitaine tombe au combat. Puis quand on dit tombe au combat, ça peut être plein de choses. Là. Ça peut être un burn-out, comme on en a déjà jasé. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc, si vous avez votre business à cœur, on l'a déjà dit dans le passé, puis je le réitère, c'est important de commencer tôt à mettre vos systèmes, puis d'informer vos employés aussi. Donc, évidemment, on ne veut pas nécessairement, là, je ne parle pas d'une entreprise qui est une entreprise libérée à 100%, absolument pas, mais d'établir qui est votre CA, admettons, dans la business. Là, je parle pas nécessairement d'un vrai CA, mais qui sont vos sentinelles, vos personnes clés, et les informer des systèmes que vous avez, les systèmes qu'eux ont, mais justement que la journée que vous tombez, ben, vous n'avez même pas besoin d'avoir l'appel qu'on a le matin quand on rentre pas au bureau, qu'on est malade, là, pour dire, bon, mais gars, je rentre pas, peux-tu aller faire ça, ça, ça? C'est documenté, mais pour le faire, voici l'information qui te manquait pour trouver les process. Donc, on veut aussi éliminer cette étape-là, que ce soit clair, documenté. C'est sûr que je suis peut-être un peu biaisé parce que c'est ce que je fais dans la vie du côté avec Didac, mais de centraliser votre information, et de là, c'est juste une question de gérer les accès de qui peut voir quoi, mais au moins, c'est un réflexe connu dans l'entreprise de si on a une information qu'on cherche, une façon de travailler, on cherche juste à une place. Exactement. Et ouais, c'est la façon, et c'est souvent le problème que les gens ne l'ont pas. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas? Parce qu'ils ne le savent pas. Et souvent, les entrepreneurs qui vont commencer, qui vont se lancer, n'ont pas nécessairement le vécu, si tu veux, pour instaurer ces choses-là. Pour eux autres, c'est beaucoup, beaucoup réactif, et ils n'ont pas ça. Donc, ça, ces 3 points-là font partie des leviers desquels on va parler dans le huis clos à Québec les 4 et 5 avril prochains. Donc, si vous avez des problèmes au niveau de vos systèmes, au niveau de votre leadership, que ce soit self-leadership ou business leadership, on va vous présenter vraiment les frameworks pour justement transformer votre business. Et ensuite, on va vraiment diver, on va plonger, on va mettre votre entreprise sous la loupe pour vraiment aller dans les spécificités et puis vous amener vers cette croissance-là pour votre entreprise. C'était un petit peu un format différent, Matt, où on a peut-être on a moins chialé sur des choses, mais je trouve que c'était important parce que on parle beaucoup de choses, on parle d'opinions, on parle d'affaires, mais je pense que c'est important que les gens sachent vraiment certaines étapes à suivre et des choses, des erreurs vraiment à ne pas faire, et on le voit souvent. Donc, j'espère que ça vous a été bénéfique au niveau-là, et peu importe dans quelle situation vous êtes, ou dans quel niveau vous êtes, ou quelle étape vous êtes dans votre entreprise, que ça vous a fait réfléchir quant aux skills vraiment qui sont nécessaires pour croître une entreprise au prochain niveau. Faites votre inventaire. Si présentement, vous n'avez pas vos routines au minimum de documenter, c'est la première chose que vous devez commencer à faire en urgence pour commencer après ça à être capable de vous imposer un peu de self-leadership, plus de discipline, plus de structure, et de là, libérer du temps pour être capable de le bloquer et le dédier à créer des nouveaux process. Excellent, mon ami. Passe une bonne semaine, Matt. Much love, my friend. Et je te dirais pas go Bruins go, je dirais go Habs go, malgré qu'on ne fera pas les séries cette année. Mais écoute, c'est ça que c'est. Je commence à être habitué. C'est ça, j'allais dire. Tu as appris à vivre avec la déception et faire ton deuil. Donc, mais c'est là qu'on voit que un vrai fan ne prend pas ça pour un. Je le vois comme un renouveau et une opportunité de mieux faire l'année prochaine. Mais bon. En tout cas, passez une bonne semaine, mon chum. Passez une bonne semaine, tout le monde. Et on se reparle la semaine prochaine sur les instigateurs. Salut. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.